Jean-Michel Dufault, tu as visité plus d'une vingtaine de pays, 45 villes. Écoute, pour aller répertorier le meilleur latte et la plus belle créma. Moi, je vais te poser la question que tout le monde va te poser. Pourquoi un livre sur le café? Bonne question. À vrai dire, c'est l'autre, il y a à peu près un an, automne dernier. Mon premier but était de faire un petit truc vraiment pas ambitieux, un petit carnet, un peu un look Instagram, un livre beau, bon, pas cher, un soft cover, puis il y aurait 50 photos de café, il y aurait 50 cafés, puis ça serait genre un petit clin d'œil d'un café que j'ai visité, parce que vraiment, depuis quelques années, c'est une passion. Et en montrant le matériel au directeur Antoine Rostramp des Éditions Cardinal, il a commencé à regarder mon matériel. Il a dit pourquoi on ne fait pas un beau livre tant qu'à faire? Pourquoi on ne fait pas un coffee table book? Ça fait très Seinfeld, mais un coffee table book about coffee. Oui. J'ai eu l'idée, puis là, il était allé chercher des gars de Studio Feed qui sont des designers graphiques qui ont fait un travail extraordinaire. Puis finalement, c'est venu de là. Mais à l'origine, quand j'ai commencé à visiter des cafés, il n'y avait même pas d'idée de livre. C'est-à-dire que j'ai beaucoup voyagé dans les dernières années à cause de reportages de voyage que je faisais à l'émission pour le plaisir. Mais moi, c'était vraiment une passion sincère qui était en dehors du travail, qui était dans le début de ma journée. J'étais un peu un coffee snob, j'étais un peu un nazi du café. D'ailleurs, il faut que je fasse attention, puis je dis toujours à tous les offices du tourisme que je suis un nazi du café. Puis il y a 2 semaines, j'étais en Allemagne, puis j'allais dire que je suis un nazi du café. J'ai fait comme, c'est beau chez vous. J'ai comme arrêté parce que j'ai dit, dis pas que je suis un nazi du café. Alors, donc, c'est vraiment venu d'un amour sincère, mais c'est aussi un amour qui est venu sur le tard. C'est l'autre étudiant ou dans la vingtaine, j'étais zéro passionné de café. Et il y a à peu près 10-12 ans, dans des voyages en Europe, j'ai commencé à avoir du bon café en Italie. Puis je pense à la même chose pour le vin. Tu sais, quand tu commences à goûter des bonnes affaires, tu fais comme coudonc, c'est bien bon. Et j'ai été mis en contact, par exemple, à Turin, à des cafés historiques, où le café, j'étais là, tu sais, c'était comme wow. C'est l'expérience. L'expérience, tu sais, que ce soit le latte macchiato, ou le café latte ou le cappuccino, c'est parfait, il est parfait. Puis là, j'étais comme wow. Donc ça m'a vraiment émoustillé côté café. Puis depuis, donc, je faisais, surtout à partir de 2005, 2006, 2007, 2008. Puis là, j'avais mes reportages pour le plaisir. Donc, chaque ville que je visitais, je regardais, mettons, sur le web, tu sais, c'est quoi les nouveaux cafés, les cafés indépendants, cafés historiques. Et donc, j'ai vraiment goûté, testé tout ça. Mais un puriste pourrait dire, dans cette ville-là, c'est peut-être pas le meilleur. C'est pas toujours l'expérience juste café. Faut au moins que le café soit bon, mais des fois, peut-être un autre endroit, il est meilleur, mais pour moi, le lieu est important, le lieu physique. Est-ce qu'il y a une histoire, est-ce qu'il y a une tradition, est-ce que le lieu est beau, est-ce que les tasses, tout l'aspect consommateur, c'était ça qui m'intéressait. Dire, si vous allez là, passez là. Des fois, c'est vraiment juste le café, mais des fois, c'est le café historique, c'est beau, il y a de l'histoire, les boiseries, tout ça. Donc, c'était un peu un amalgame de ça. Puis c'était un clin d'œil, c'est une façon, dans le fond, une clé d'entrée sur une ville. Le café, c'est une façon de partir ta journée, une façon de découvrir un quartier, une façon de te mêler à la population locale. Donc, je trouvais que c'est un angle fun et tout de suite, Antoine Rostramp des Éditions Cardinal, il a dit « Hey, c'est une bonne idée. » Il a dit « Je trouve que c'est un bon angle. » Quand on consulte ton livre, là, on remarque tout de suite la facture visuelle, les photos. Tu as pris un peu de tout. Tu as pris des paysages, tu as pris des bâtisses. C'est tout toi qui as pris ça en photo? Tous les textes, toutes les photos sont de moi. Je voulais que ça soit un peu mood board, un peu comme on dit en réflexe marketing, que ça soit inspirationnel. Je pense pas que c'est un livre que tu t'assois, tu te dis je vais lire de A jusqu'à la dernière ville. Mais je voulais qu'un dimanche après-midi, tu es chez vous, tu te mets à rêver, tu dis hey, ça serait fun d'aller à Chicago, puis là tu regardes ça, puis qu'il y a une sorte d'angle. En tout cas, je trouvais que c'est le fun. Et oui, toutes les photos sont de moi. Il y a beaucoup de photos, d'ailleurs, argentiques. Moi, je fais encore de la photo film. Oui. Je suis un des rares, et c'est de plus en plus dur à Montréal de faire développer des noirs et blancs, des couleurs, surtout du noir et blanc. Mais j'ai une nostalgie de ce geste. Moi, j'ai genre 50 ans. Donc, moi, j'ai appris la photo avec un Canon A1, puis après ça, un Nikon. Mon père avait un Nikon. Mon père m'a montré, à mettre le film. Donc, il y a toujours ce geste-là. Je pense à lui quand je sers mon film. Et j'aime le bruit, puis j'aime le mystère aussi du film. Puis j'aime le côté, des fois, granuleux, le petit côté imparfait, mais qui donne un peu de texture. C'est comme si c'était plus texturé. Et j'aime aussi le transpose. Puis c'est drôle parce que même je trouve que mes photos les plus intéressantes, c'est du film. Alors que j'ai un super bon appareil Nikon digital de fou, là, tu sais, incroyable. Mais je trouve que, peut-être parce que je dois plus me forcer dans l'œil du film en sachant qu'il y en a moins, en tout cas, je trouve que c'est drôle, je trouve que mes photos les plus intéressantes, c'est film et moins digital. Et oui, il y a un travail qui est forcé par le fait que tu as juste 36 poses. Et j'aime aussi le mystère de découvrir 1 semaine ou 2 semaines après le développement, puis des fois dire « Ah, c'est intéressant », des fois c'est raté, des fois c'est pas intéressant, mais des fois il y a comme quelque chose. Puis c'est difficile à expliquer, mais la texture est intéressante, puis il y a un petit look un peu
peu vintage. Classique, vintage, exactement. Oui, Puis je suis content que les gens comprennent, mais des fois, il n'y a pas tout le monde qui comprend. Mais les gens qui ont un peu un œil artistique comprennent. Ils disent, il y a un look vintage, intemporel, classique. Même Catherine Perrin, Radio-Canada, elle a dit, il y a un look qui me rappelle quand j'étais jeune les livres de mon père, puis j'étais content. Moi, je le vois comme un compliment parce que je voulais qu'il soit un peu un genre d'ovni, mais on ne sait pas trop quand est-ce que ça a été fait. C'est quoi ce livre-là? J'aimais même le parti pris de la page couverture, qui est une idée de Studio Feed de dire on ne met pas de photos, on met juste les noms. Puis moi, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit j'adore ça. Comme Spielberg qui ne montrait pas le requin dans Jaws, j'ai dit on ne montre pas le requin. Fait que c'est ça mon pitch, j'ai dit on ne montre pas le requin. Puis il y a un petit côté mystérieux, le toucher aussi, le côté tactile qui est le fun aussi. Mais donc, tu marques un bon point parce qu'on s'est habitué avec des appareils réflexes maintenant numériques, fait qu'on shoot, puis bon. On se retrouve avec plein d'affaires, puis on dirait qu'il y a moins ce réflexe de réfléchir. Peut-être donc, en tout cas, il y a un truc qui est vrai, qui est sincère. Et bon, je suis encore à apprendre au niveau de la photo, à améliorer, mais je pense que j'ai un œil qui s'améliore. Ouais. Puis je trouve qu'il y a une patte, en tout cas. Il y a un œil, il y a quelque chose. Tu sais, je regarde même les photos, mettons, de Vegas, je trouve ça intéressant. J'ai pris du Vegas un peu vintage, justement, la rue Fremont. Je suis pas allé sur le Strip. Donc, j'ai un œil curieux, puis ça correspond à vraiment ce qui est sincère qui vient de là. C'est-à-dire que moi, dans la vie, quand je suis le matin dans une ville que je vais découvrir, puis je pars avec un café, puis après ça, je pars avec mes 2 appareils photo, puis je découvre une ville, je suis vraiment heureux, je suis vraiment dans le présent, je suis vraiment dans le here and now, et j'adore ça. Donc, c'était vraiment, dans le fond, partager des passions sincères et qui viennent de mon fond, comme dit Sonia Benezra. J'ai une bonne question pour toi. Parce que dans ton livre, tu fais mention de la 3e vague de café. OK, ça, c'est très à la mode. On en entend parler partout. Mais on a comme un peu, comment je pourrais dire ça? C'est pas tout le monde qui comprend un petit peu ce que c'est. Tu as absolument raison. Même moi, j'ai des fois de la misère à l'expliquer vraiment. Mais tu le résumes très bien. Oui, trouves-tu que je le résume bien? Mais ben, corrige-moi parce que tu connais même plus de café. D'ailleurs, ma première phrase, c'est « je ne suis pas spécialiste de café ». Puis je veux le dire, je ne me prends pas pour un spécialiste. Puis même toute la torréfaction, la ferme, je ne connais pas vraiment ça. Moi, c'est l'expérience client. C'est comme là, ton café, il est parfait. Je te le dis, puis je ne veux pas avoir la flagonneur, mais moi, d'habitude, je prends du sucre, puis je prends un peu de sucre. Et j'essaie d'en prendre de moins en moins. Mais quand il est comme ça, il n'est pas trop chaud, tu sais, tout est parfait, là. Puis il est bon. On n'a pas cette impression-là. Le goût reste aussi après. Tu sais, moi, c'est ce que j'aime du côté du latte. J'aime le côté velouté. J'aime le fait que... on dirait plaisir, là. Ben oui, non, mais c'est magnifique, là. Mais on n'a pas le feeling non plus que tu veux prétendre... On a plutôt le feeling de, c'est les yeux d'un consommateur. Oui, exactement, c'est ce que je voulais, exactement, que ce soit l'expérience client qui est accessible à tout le monde. C'est ça que je voulais aussi. Absolument. Je voulais pas dire, tu sais, je voulais pas jouer dans les notes. Je veux que tout le monde, vous êtes dans cette ville-là, allez dans ce café-là parce que le café va être bon. En plus, le lieu est magique, le lieu est centenaire, il y a un décorum, il y a tout ça. Mais oui, moi, de ce que j'entends, puis ayant voyagé, j'en vois beaucoup de 3e vague. Mais moi, je dirais que la première vague, c'est le café, comme on voyait, classique. Pour se réveiller. Oui, le réveiller, exactement. Le deuxième, moi, je l'appelle les chaînes. Je ne sais pas si on pourrait dire ça, les Starbucks de ce monde, les Second Cup. Le côté, un café plus commercial, chaîne, tout ça. On sert du café, mais de façon un peu commerciale. Puis, pour moi, la 3e vague, c'est partout sur la planète. Des indépendants, surtout des jeunes qui ont dit on peut l'amener à un autre niveau, le café. On peut le traiter comme un élément noble, comme une matière noble. Puis comment on fait pour le rendre en haut? De vraiment s'intéresser du processus du début à la fin, d'avoir des bonnes machines, de bien préparer le lait, d'avoir d'où vient le café, qu'il soit prêt de ça. Puis pour moi, puis ce qui est intéressant là-dedans, puis je le vois maintenant, c'est que ce phénomène-là, il est mondial. Il n'est pas juste dans l'Occident. Il y a des cafés, un de mes cafés préférés, il est à Chiang Mai, en Thaïlande, dans le nord de la Thaïlande. Tu sais, on pourrait penser que le café, il est incroyable. C'est un endroit qui s'appelle Ristretto, avec le 8 pour le 8. Mais son café, il est fou. Le gars, il est là, il est cerné, il est tout le temps là derrière son café. Il arrive de concours de barista en Australie qu'il remporte. Mais son café, il est incroyable. Il y a des endroits à Singapour. Maintenant, à Bangkok, il y a plein de cafés. Cet été, je suis allé 5 semaines en Asie. Puis je te dis, c'est un phénomène mondial. J'étais au Japon, à Phuket Town, je veux dire, en Thaïlande. Je veux dire, partout, il y a ce phénomène. C'est incroyable l'intérêt pour le café. C'est fou, je te le dis. Là, puis à chaque ville où je suis allé, je retourne. Et des villes qui étaient des fois en retard, même des villes comme Paris, tout ça, maintenant, commencent à avoir des cafés indépendants, 3e. J'étais à Lyon, il y a un café qui s'appelle le Moxa, qui n'a pas fait la cote parce que j'avais 55 villes, mais je voulais rester à 256 pages. Donc, il a fallu que je fasse des choix. Mais ce phénomène, puis j'aime pas ça des fois le dire parce que c'est comme ça fait un peu 3e vague, je fais mon connaisseur, mais c'est quand même un peu l'appellation, je pense qu'on est d'accord, de ces cafés indépendants qui ont amené. Puis je suis content parce que ça montre que il y a des cafés, là, que le café est bien ordinaire. Puis un café qui est mauvais, c'est vraiment mauvais pour moi. Mais un café qui est bon, Dieu que c'est bon.
l'analogie qu'on peut faire, c'est les microbrasseries. Oui, exactement. Puis souvent, c'est la même chose. C'est là. vrai, tu as absolument raison. Même, puis de traiter un peu ça comme le vin, de dire il y a fait. moyen d'avoir quelque chose d'extraordinaire Absolument. et qu'il faut. C'est vraiment un processus, Absolument. du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la tasse. Exactement. Jusqu'à ton expérience client. Là. Absolument. Puis, tu sais, qui le fait? Puis, est-ce que la personne est passionnée? Puis, est-ce que la personne sait le faire? Puis, est-ce que la personne comprend que, justement, le nombre d'endroits, comme je dis, la pire expérience, c'est les Starbucks dans les aéroports. Tu sais, c'est comme pour moi, c'est comme une joke. Là. Le café, il est chaud, ça goûte le brûlé, c'est du gros lait chaud, trop chaud, Ah oui. puis t'as aucun plaisir. Là. T'es là, le monde boit ça comme c'est du sucre, puis c'est pas ça. Là. Alors que ça, ben pour moi, c'est une joie. Puis quand le goût de la matinée reste, pour moi, c'est le bonheur. là. C'est ça que j'aime. Tu vois, là, il reste. Là. Bien, As dis-moi legs. donc, dis-moi donc, tu as visité beaucoup de villes en Italie, Oui. puis tu as visité beaucoup de villes aux États-Unis. OK? Oui. J'imagine que tu as vu la différence au niveau des Oui, profils de mais- goût. oui, absolument, mais j'ai de la misère à... Tu vois, même ça, en étant consommateur, j'ai de la misère à expliquer un peu la différence de goût, mais il y a une différence de goût. Absolument. Mais je pense Mais que t'as tu ferais aimé. plus Oui, j'ai aimé C'est les ça. deux, exactement. Mais parce que l'expérience italienne, quand elle est parfaite, elle est extraordinaire aussi. Alors, elle est différente un peu du troisième vague. Aussi. Il y a un café, par exemple, à Scottsdale, qui s'appelle Cartel, qui est Oui. dans mon truc, que j'adore, mais qui est vraiment plus dans l'idée de troisième vague. Mais des bons cafés italiens, mettons en Turin, qui est vraiment l'Italie classique, c'est parfait aussi. Mais j'ai de la misère à le mettre à toi. Comment tu le dirais, justement, cette différence entre le... Bien, souvent, les cafés italiens, ce sont des recettes. Et Oui. C'est souvent des cafés qui sont beaucoup balancés. Oui. Fait que c'est des profils de goût qui sont comme presque linéaires. Versus des cafés de troisième vague, des fois, tu as des origines, fait que tu as des subtilités qui sortent. Oui, des notes florales ou ça qui sont Exactement, un des peu plus petits fortes. fruits, Mais des c'est trucs drôle comme parce ça. que, puis j'ai toujours trouvé ça, mais celui que j'ai choisi à Florence, au Mercato Centrale, il était un petit peu comme un entre-deux. Puis d'ailleurs, je le dis, il était vraiment bon. Dans sa préparation, il y avait un look un peu... C'était comme un genre de pont entre le troisième vague puis l'italien. Tout à Mais fait. un bon café italien, quand il est bon... Ah oui, c'est- Mais ils savent, c'est une tradition. Ah oui. Les gars sont là, c'est Oui. des baristas de métier, c'est pas des blagueurs, là. C'est pas Non, un non, étudiant non, qui est là 2 non. semaines qui s'en fout. Tu vas dans les plus beaux cafés de Turin. Ça sort des cafés, des Ça cafés. sort, puis c'est moi, ça me touche. Moi, j'ai les larmes aux yeux. Je suis là. Je vois le monsieur, il est là, il est toujours ça coche, il est toujours Toujours. parfait, il est égal. Fait que, tu sais, moi, par exemple, je suis content. C'est un amalgame de villes plus connues, plus carte postale, plus réputées, mais j'aime le fait qu'il y ait une cohabitation. C'est que des villes un peu moins aimées ou moins connues. Tu vois, j'ai Gênes en Italie, puis j'ai Turin, des villes Oui. qu'on gagne à gagner. Moi, Turin, j'ai un énorme coup de cœur pour cette ville-là. Moins de touristes, plus authentique. Tu as des cafés centenaires là-bas, puis c'est incroyable. C'est les messieurs, ils te font ça, c'est toujours la même affaire. Tu vas le matin, tu sais que ton café sera toujours bon. Il y a ce cérémonial, moi, me touche. Tu sais, c'est vraiment une joie. Là. Puis Ça ils disent paraît. buongiorno, C'est clair. puis tu sais, je fais semblant d'être italien, puis tu sais, je suis heureux. Tu sais. Écoute, la question que je dois te poser, c'est que tu es un Montréalais, OK, c'est clair, tu l'as dit. Puis, ce qui est vraiment cool dans ton livre, c'est que tu parles de Montréal, mais tu as un coup de cœur particulier, OK? Puis, Ouais. pourquoi le Ben, Dispatch Coffee? c'est une bonne question. À vrai dire, moi, à l'origine, je ne voulais pas mettre Montréal. OK. Parce que c'est délicat, parce que je connais des gens, puis parce que je suis collé sur la Oui. ville. Je ne voulais pas. Moi, j'ai dit, je veux tout faire. Je peux même mettre Québec, Toronto, Ottawa, mais je ne veux pas mettre Montréal. Puis là, mon éditeur a dit, non, tu devrais quand même mettre Montréal. Ça a été très dur, d'ailleurs, j'ai une nomenclature, puis après ça, je me suis dit, ah, j'ai oublié telle place, telle place, telle place. C'est encore une genre d'amalgame de choses que j'ai voulu faire pour Montréal. J'ai choisi le Dispatch parce que j'aime leur café qui est assez doux, d'ailleurs. Il y a des gens qui trouvent un peu trop doux. Moi, je l'aime parce que je trouve qu'il est doux. C'est con, mais j'aime leur petite tasse en céramique qui est belle. J'aime le lieu physique. J'aime le quartier aussi, qui est un Ouais. peu émergent dans Milex. Donc, on dirait qu'en faisant les plus, je faisais un listing, puis j'hésitais parce que je me disais, ah, il y a lui que j'aime, puis il y en a des très bons Ben cafés oui, à Montréal ben oui, maintenant. ben oui. Il y a des très bons cafés italiens, parce que même un des premiers cafés à Montréal où j'ai eu du plaisir, c'est le Club Social, où j'allais. Puis moi, j'aimais mieux le Club Social que l'Olympico, mais Oui. à un moment donné, dans mon début d'amour de café, j'allais beaucoup au Club Social. Là, je me disais vers quoi je vais. Mais après ça, j'ai le Dispatch, j'aime le goût, j'aime le lieu, puis j'ai dit, bon, ben, je vais le choisir. Mais ça, c'est vraiment, ça peut se discuter. Oui, oui, oui. Puis je suis d'accord que des gens vont dire, ben moi, c'est mon préféré, puis ça, c'est ouvert. Les goûts, c'est personnel. Mais ça a été difficile de choisir Montréal. OK, on termine avec un petit quiz. Vas-y. OK? Je vais échouer. Non. Ton meilleur café. Celui où tu as fait, OK, là, Ben, j'entends la mon musique. meilleur café, là, puis j'aime pas ça parce que ça sonne très snob, ça fait Oui. comme le gars qui veut dire, il veut faire son malin. Mais je te le dis, il y a un endroit qui s'appelle Ristretto à Chiang Mai.
dans le nord de la Thaïlande, là, je parle pas de Bangkok, là, qui est quand même une ville, la deuxième plus grande ville du pays, une ville universitaire. Il y a un quartier qui s'appelle Niman, autour de Niman Road. C'est tout le quartier branché, ça peut... des petites boutiques, des petits restaurants. Il y a des bons cafés dans le coin, mais il y a un café qui s'appelle le Ristretto. D'ailleurs, le magazine Monocle en a parlé. Je veux dire, pour moi, je vais là, je suis comme... C'est fou là, comment son café est bon. C'est fou comment, du début à la fin, ses notes, son café lui-même, et comment il le prépare, c'est parfait. Je te le dis, là, pour moi, ce café-là, puis c'est drôle parce que même il y a 2 ans, je suis allé avec un ami montréalais, un ami d'enfance en Thaïlande. Lui, c'était la première fois, moi, je suis allé souvent. Puis j'avais mis la barre haute. Puis il a dit, il est incroyable. Puis il dit, depuis, il dit, tout ce que je vois, c'est pas pareil. Il dit, ça n'a pas atteint ça. Fait que celui-là, je dirais, il est vraiment haut, mais il y en a d'autres, il y en a tellement de bons maintenant. Puis c'est une culture fascinante parce que maintenant, ce qui est le fun, c'est que sur la planète, c'est rare les endroits où il n'y a pas de bon café maintenant. À cause de justement ce phénomène qui a poussé, je pense, puis des villes, des pays émergents comme des pays, des grands pays de l'Ouest, il y a pas mal partout. Puis ça va de Portland, Maine, le Tandem Coffee, tu le sais, il y en a partout maintenant. À Québec, il commence à avoir des super bons cafés. À Montréal, il y en a des gros joueurs sérieux. Puis je pense que c'est bon parce que c'est vraiment un force l'autre. Exactement. Puis là, le monde, une fois qu'il commence à goûter du bon café, après ça, quand tu bois, tu dis qu'arrêtez d'être des blagueurs. On ferme la shop, on prend une marche, on va te prendre par l'oreille, on dit arrête. Faites ça sérieusement. OK. Ton plus beau café, celui où tu as fait comme, OK, wow. Ah, bonne question, mais je dirais, au niveau de la beauté, le Majestic à Porto, il est magnifique. Au niveau du look, au niveau des boiseries, au niveau du côté centenaire, ça, le lieu est magique. Donc, toi, les cafés, par exemple, espagnols ou les cafés ibériques, l'espagnol, parce que c'est pas mes préférés. Les lattés, j'aime pas vraiment comment ils les préparent, mais les lieux sont beaux. Les lieux sont le fun. Fait qu'il y a toujours comme... Ou même le café central à Malaga, qui est une ville que j'aime beaucoup. Il est quand même pas pire, là, le café, mais tu sais, c'est pas les meilleurs. Les ibériques, c'est pas les meilleurs. Tu sais, quand tu vas en Italie, tu fais comme... Il y a personne en Europe qui accote l'Italie. Puis en Italie, peu importe où tu es, même sur le petit truc sur l'autoroute, les autostradés, puis la constance. La constance. Ouais. Parce que c'est une tradition, parce que c'est sérieux. Fait que tu es dans le petit village, le petit café en face de la gare, il y a une machine sérieuse, puis le bonhomme, il sait faire son café. Ça me touche. OK, dernière question, là. Le plus beau feeling, là, l'endroit où tu dis, OK, moi, je reste ici toute la journée. Hey, bonne question. Il y a un petit café, c'est drôle, celui à Tokyo, Omesando, je pense que le nom exactement. C'est incroyable. Dans le camp de Tokyo, on dirait que c'est très épuré, très zen. Il y a un petit jardin. Tu as l'impression d'être dans un monastère bouddhiste. Il y a juste une machine. C'est très épuré à la japonaise. Là, tu comprends à ce moment-là quand Steve Jobs disait que c'est son pays préféré, qu'il a voulu tout le thinking Apple très clair, très épuré, très zen. Bien, tu as le goût de passer la journée là, tu es dans le petit jardin, puis ton petit café qui est comme une œuvre d'art, puis tu prends ton truc. Fait que celui de Tokyo, je dirais qu'il y a quelque chose dans le brouhaha de la ville, ce petit jardin au milieu de la ville est impressionnant. Bien, écoute, merci de nous avoir fait voyager par l'entremise du café. C'est vraiment intéressant. Puis, je conseille aux gens d'aller jeter un coup d'œil parce que c'est bien décrit. On a envie de voyager, puis on sait où aller. Donc, on ne sera pas perdu si on cherche un bon café avec ce livre-là. Merci beaucoup, c'est vraiment cool. Merci.